Chapitre 7. Le jour d'après, 13 décembre, l'Henrietta avance à toute vitesse depuis déjà 24 heures. Mais il n'est plus commandé par le même homme. Phileas Fogg a donné de l'argent aux marins, aux chauffeurs, aux mécaniciens. Avec Passepartout, il a réussi à tirer Andrew Speedy jusque dans sa cabine. Le patron, rouge de colère, remuait et criait comme un fou. Mais ils l'ont attaché à son lit par de solides cordes, ont fermé sa porte à double tour. Personne ne s'occupe plus de lui. Mr. Fogg le remplace et commande l'Henrietta qui, naturellement, prend la direction de l'Angleterre. Passepartout trouve cela très amusant. Il n'a jamais été aussi gai. Il fait rire tout le monde de ses histoires drôles par son adresse à courir et à sauter partout. Fix, au contraire, commence à avoir peur. Il se demande « Qu'est-ce que Phileas Fogg va faire maintenant ?» Il a d'abord volé 55 000 livres sterling. Aujourd'hui, il vole un bateau en tuant presque son patron. C'est vraiment un homme terrible. Où va-t-il nous mener? Sans doute dans une île ou dans un petit port étranger, loin des regards de la police. Plusieurs jours passent ainsi. Andrew Speedy continue à crier dans sa cabine. Passepartout aide son maître et les marins. Les chauffeurs ont reçu l'ordre de forcer la vitesse. L'Henrietta crache dans le ciel des nuages de fumée. Malheureusement, de cette façon, on dépense beaucoup trop de charbon. Un matin, le chef des machines vient voir Phileas Fogg pour le prévenir. « N'oubliez pas, monsieur, que depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés. Nous avions assez de charbon pour aller à petite vapeur de New York en France. Mais nous n'en avons pas assez pour aller à toute vapeur de New York en Angleterre. Continuez à pousser les feux, répond Mr. Fogg, toujours aussi tranquille. 2 jours après, le 18 décembre, il n'y a plus un seul morceau de charbon. Phileas Fogg donne à Passepartout l'ordre d'aller chercher Andrew Speedy et de lui rendre sa liberté. Celui-ci sort de sa cabine comme un coup de canon. « Où sommes-nous? Où sommes-nous » crie-t-il en courant vers le poste de commandement. Il ne peut plus respirer. Il est tellement en colère. « Je vous ai fait venir, » lui dit Phileas Fogg, sans faire attention à ses cris, « pour vous demander encore une fois de me vendre votre bateau. Jamais. C'est que je vais être obligé de le brûler. Quoi? Oui. Tout ce qui est en bois, parce qu'il ne reste plus un grain de charbon. Comment? Un bateau qui vaut 50 000 $? Tenez, je vous en donne 60 000, répond Phileas Fogg
en offrant à Andrew Speedy un paquet de billets de banque. Quand il voit cette grosse somme d'argent, le patron oublie tout de suite sa colère. Il pense que l'Henrietta est vieux. Il a 20 ans. Cela peut devenir pour lui une très bonne affaire. Une affaire en or. « Je garderai ce qui est en fer, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix beaucoup plus douce. « Ce qui est en fer est la machine. Êtes-vous d'accord maintenant ?»« D'accord. » Sur l'ordre du commandant Fogg, les marins se mettent à démolir, à tailler, à couper tout ce qui est en bois. Passepartout fait le travail de 10 hommes. De cette façon, l'Henrietta est bientôt rasée. Le 20 décembre, on passe devant la côte d'Irlande. Phileas Fogg n'a plus que 24 heures pour arriver à Londres. C'est le temps que mettrait l'Henrietta pour aller jusqu'à Liverpool, même si on faisait tourner les machines à toute vapeur. « Monsieur !» dit Andrew Speedy, qui a fini par s'intéresser à cet étonnant voyage. « Je vous plains vraiment. Tout est contre vous. Nous ne pourrons plus aller bien loin avec le peu de bois que nous avons. Et nous sommes seulement devant Queenstown. »« Ce sont les lumières de Queenstown que nous apercevons là-bas ?»« Oui. »« Pouvons-nous entrer dans le port ?»« Pas avant 3 heures, quand la mer sera haute. »« Attendons, » répond Phileas Fogg, sans montrer sur son visage qu'il vient d'avoir une idée qui le sauve. Queenstown est un port de la côte d'Irlande où les bateaux qui viennent d'Amérique jettent en passant les sacs de lettres. Ces lettres sont emportées à Dublin par des trains très rapides, toujours prêts à partir. De Dublin, elles sont envoyées à Liverpool, dans des bateaux légers qui font le service de la poste à travers la mer d'Irlande. C'est un moyen qui permet de gagner 12 heures. Avec Fix, qui ne quitte plus son homme d'un pas, avec Passepartout, qui ne prend plus le temps de respirer, et naturellement avec Mrs. Aouda, Phileas Fogg monte à 1 heure du matin dans le train de Queenstown. Il arrive à Dublin quand le jour se lève. Il prend tout de suite un des bateaux du service de la poste. Le 21 décembre, à 12h20, il descend enfin sur le quai de Liverpool. Mais Fix, à ce moment-là, lui met la main sur l'épaule et lui dit « Au nom de la reine, je vous arrête !» Phileas Fogg est en prison. Au moment de l'arrestation, Passepartout a voulu se jeter sur Fix pour le frapper à coups de poing. Des policiers l'ont empêché de le faire. Mrs. Aouda ne comprend plus rien. Passepartout lui explique ce qu'il sait. Elle ne peut pas croire que ce soit possible. Comment Mr. Fogg, cet homme si bon, si courageux,
et qui lui a sauvé la vie. Non, certainement la police se trompe et va bientôt lui rendre sa liberté. Passepartout est très en colère contre lui-même. Il pense qu'il est encore la cause de ce nouveau malheur. Pourquoi n'a-t-il rien dit à son maître? Pourquoi ne l'a-t-il pas prévenu? Si Phileas Fogg avait su que Fix était un agent de la police, il aurait pu essayer de se défendre. Les heures passent. Dans sa prison, Phileas Fogg a posé sa montre sur une table à côté de lui. Il ne dit rien. Il regarde les aiguilles tourner. À 2h33, Fix entre comme un coup de vent dans le poste de police. Son visage est très blanc. Il donne l'ordre d'ouvrir la porte et explique à Phileas Fogg: « Monsieur, excusez-moi, je vous demande pardon. Le vrai voleur a été pris à Londres il y a 3 jours. Il s'appelle James Strand. Il vous ressemble beaucoup, et j'ai cru que c'était vous. Maintenant, vous êtes libre, naturellement. » Phileas Fogg ne répond rien. Il marche vers le policier, le regarde bien en face, et faisant, peut-être pour la première fois de sa vie, un mouvement très rapide, il lance ses 2 poings dans la figure de Fix qui tombe en arrière. Passepartout a pris les valises, et nos 3 amis sautent dans une voiture qui les conduit jusqu'à la gare. C'est trop tard. Un train vient de partir. Le train suivant arrivera à Londres dans la nuit, bien après 8 heures. Tout est perdu. Tant d'intelligence, tant d'adresse employée, tant d'argent dépensé pour ce triste résultat. Le voyage a coûté presque 20 000 livres sterling. Phileas Fogg doit maintenant en payer autant à ses amis du Reform Club. Il n'aura plus rien. Il sera pauvre. Rentré chez lui, Phileas Fogg monte dans sa chambre. Pourra-t-il dormir? Mrs. Aouda s'installe dans une autre pièce de la maison. Mais elle ne peut pas prendre un seul moment de repos. Elle n'a pas l'esprit tranquille. Son ami lui paraît si triste. Elle a très peur qu'il arrive un grand malheur. Elle demande à Passepartout de garder son maître, sans en avoir l'air, et de rester toute la nuit près de sa porte. Le matin, Mr. Fogg appelle son serviteur. « Occupez-vous avec le plus grand soin du déjeuner de Mrs. Aouda. Demandez-lui de bien vouloir m'excuser si je ne descends pas, ni pour le déjeuner, ni pour le dîner. Je boirai seulement un peu de thé dans ma chambre. J'ai besoin de tout mon temps pour mettre de l'ordre dans mes affaires. » Ainsi, pour la première fois depuis qu'il vit dans cette maison,
Phileas Fogg ne va pas au Reform Club à 11h30 du matin. Pendant toute cette journée de dimanche, il ne sort pas. Passepartout passe son temps à monter et à descendre l'escalier de la maison. Il écoute à la porte de la chambre de son maître. Il regarde même, quelquefois, par le trou de la serrure. N'a-t-il pas le droit de le faire? Si Mr. Fogg voulait se tuer, il faudrait vite entrer pour l'en empêcher. À un moment de l'après-midi, Passepartout va trouver la jeune femme. « Madame, lui dit-il, si mon maître a décidé quelque chose, ce n'est pas moi qui pourrais le faire changer d'idée. Vous, peut-être... » « Je ne crois pas. Vous savez bien que Mr. Fogg est un homme qui fait toujours ce qu'il veut. Je n'ose pas aller lui parler. Ah, mon ami, il ne faut pas que vous le quittiez une seule minute. » À 7h30 du soir, Mr. Fogg va voir Mrs. Aouda. Il a l'air très tranquille. Aussi tranquille que pendant le voyage. Il reste d'abord quelque temps sans parler. Puis, il lève les yeux sur Mrs. Aouda. « Je vous demande pardon. »« Comment ? » ?»« Oui. À Hong Kong, je vous ai dit de venir avec nous jusqu'en Angleterre. J'étais, à ce moment-là, riche, et je pensais pouvoir vous aider. Mais les choses ont changé. La chance a tourné contre moi. Il me reste seulement un peu d'argent. Permettez-moi de vous l'offrir. »« Et vous ? Que deviendrez-vous ? » ?»« Moi, madame, je n'ai besoin de rien. Je suis seul. Je n'ai ni parents, ni vrais amis. »« Je vous plains beaucoup, Monsieur Fogg. Vivre seul est une bien triste chose. Je voudrais être pour vous une parente et une amie. Voulez-vous que je devienne votre femme ? » Phileas Fogg, en entendant ces mots, va vers Mrs. Aouda et lui prend les mains. « Je vous aime, madame. »« Quel bonheur, mon ami !» Mr. Fogg sonne pour appeler Passepartout. « Mon garçon, Mrs. Aouda et moi-même, nous nous marions demain lundi. Commencez ce soir à vous occuper de tout préparer. Je pense qu'il n'est pas trop tard. » Passepartout sourit de son meilleur sourire. « Il n'est jamais trop tard, » dit-il. « Pour demain lundi, n'est-ce pas ?» répète Mr. Fogg en regardant la jeune femme. « Pour demain lundi, » répond Mrs. Aouda. Et Passepartout sort en courant. Quand on a appris, à Londres, que le vrai voleur de la banque, James Strand, avait été arrêté le 17 décembre, tout le monde a changé d'avis. Phileas Fogg n'avait donc pas quitté l'Angleterre parce que la police le recherchait. Et il n'avait pas menti en disant
qu'il voulait essayer de faire le tour du monde en 80 jours. Les 5 messieurs du Reform Club, qui avaient presque oublié cette histoire, ont recommencé à y penser et à se demander ce que devenait leur ami. Était-il mort? Avait-il pu continuer son voyage? Le samedi 21 décembre, ils sont tous les 5 réunis dans la grande salle du Reform Club et ils attendent, très curieux, de savoir si Phileas Fogg arrivera avant 8h45 du soir. « Messieurs, dit Andrew Stuart en regardant sa montre, il est 8h25. Mr. Phileas Fogg doit être là dans 20 minutes. À quelle heure est arrivé le dernier train de Liverpool? Demande Thomas Flanagan. À 7h23, répond Gauthier Ralph. Et le train suivant arrive seulement à minuit 10. Eh bien, messieurs, ajoute Andrew Stuart, si Phileas Fogg était arrivé par le train de 7h23, il serait déjà ici. Nous pouvons donc penser que nous avons gagné. Attendons, ne parlons pas trop vite, répond Samuel Fallentin. Vous savez que notre ami n'arrive jamais ni trop tôt ni trop tard. S'il arrivait ici à la dernière minute, je ne serais pas tellement étonné. Et moi, dit Andrew Stuart, même si je le voyais de mes yeux, je ne le croirais pas. Vous avez raison, ajoute Thomas Flanagan. Cette idée de Phileas Fogg était tout à fait folle. On ne peut pas empêcher les retards d'un voyage. Vous remarquerez, reprend John Sullivan, que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre ami. Il pouvait nous envoyer des télégrammes. Il a perdu, messieurs, dit Andrew Stuart. Il a 100 fois perdu. Vous savez que le China, qui vient de New York, est arrivé à Liverpool hier. Vous pouvez regarder dans le journal tous les noms des voyageurs. Il n'y a pas celui de Phileas Fogg. Il n'est peut-être même pas encore en Amérique. Je pense qu'il aura 20 jours de retard. Bien sûr, répond Gauthier Ralph. Et demain, nous pourrons aller à la banque avec le chèque de Mr. Fogg pour prendre les 20 000 livres sterling. Il est 8h40. Les 5 hommes se regardent. On peut croire que leur cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Ils veulent avoir l'air tranquilles. Et ils vont s'asseoir à une table pour jouer aux cartes. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder leur montre. Après un moment de silence, John Sullivan dit « 8h44 ». Andrew Stuart et ses amis ne jouent plus. Ils laissent les cartes sur la table. On entend des cris dehors. La porte est ouverte, poussée par des gens qui battent des mains. Phileas Fogg entre. « Me voici, messieurs !»
dit-il. Oui, Phileas Fogg lui-même. On se rappelle que vers 8 heures du soir, il avait décidé de se marier avec Mrs. Aouda et que Passepartout était sorti pour aller tout préparer. Une demi-heure après, celui-ci est revenu en courant à la maison de Savile Row. « Mon maître! Mon maître !»« Qu'est-ce qu'il y a? Vous perdez la tête? »« Vous ne pouvez pas vous marier demain. »« Et pourquoi donc? »« Parce que demain, c'est dimanche. »« Non, je vous ai dit demain, lundi. »« Oui, mais demain, c'est dimanche. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous nous sommes trompés d'un jour. Courez au Reform Club. Vos amis doivent vous attendre. » Passepartout avait raison. Mais comment est-ce que nos voyageurs s'étaient trompés? C'est très simple. Nous savons bien que la Terre, comme tout ce qui est rond, est partagée en 360 parties. Quand un voyageur passe d'une partie à l'autre, il doit changer l'heure de sa montre, parce qu'il y a une différence de 4 minutes. S'il va de l'est vers l'ouest, il perd 4 minutes. S'il va de l'ouest vers l'est, il les gagne. Quand on fait le tour de la Terre, on perd ou on gagne 360 fois 4 minutes, c'est-à-dire 24 heures. Phileas Fogg, qui est allé toujours vers l'est, est donc arrivé à Liverpool le 20 décembre à midi, et non pas le 21 comme il le croyait. Ainsi, il a pu être dans la salle du Reform Club à l'heure où ses amis l'attendaient. Le soir, Phileas Fogg rentre chez lui avec Mrs. Aouda et dans la voiture, la jeune femme lui demande « Il y a 1 heure, vous pensiez que vous étiez pauvre. Maintenant, vous êtes riche. Vous préférez peut-être ne pas vous marier et rester libre comme avant. » « Mais, cher ami, cet argent est à vous. Si, aujourd'hui, nous n'avions pas décidé de nous marier, Passepartout n'aurait pas appris que nous étions samedi. » 24 heures plus tard, le lundi, Mr. Fogg et Mrs. Aouda se marient. Le jour suivant, dès le matin, Passepartout frappe à grand bruit à la porte de son maître. « Qu'y a-t-il encore, Passepartout ? » « Il y a, monsieur, que je viens d'apprendre une chose très intéressante. »« Quoi donc ? » ?»« Nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement. »« Oui, je sais, en ne traversant pas l'Inde. Mais si nous n'avions pas traversé ce pays, nous n'aurions pas rencontré Mrs. Aouda. Elle ne serait pas ma femme, et Mr. Fogg ferme doucement